Christian Huyghe, vous êtes directeur scientifique adjoint agriculture INRA, chercheur en génétique végétale, très investi dans les questions réglementaires des variétés. À qui appartient les vivants? Pourquoi cette question, on la pose précisément aujourd'hui? Pourquoi on ne la posait pas avant? Je pense qu'on peut voir trois grandes raisons. La première, c'est que force est de constater qu'il y a eu des volontés ou des tentatives d'appropriation du vivant. Et quand on dit appropriation, ça veut dire capturer au bénéfice d'une structure ou d'un petit groupe de structures un avantage concurrentiel extrêmement fort, voire qui peut nuire à la capacité à accéder, à la capacité des autres et du reste de la société à accéder à un service. L'élément un peu caricatural de ça, c'est quand une entreprise américaine, Myriad Genetics, il y a quelques années, a posé des brevets sur des gènes de prédisposition au cancer du sein chez la femme. Et donc, indirectement, en posant des brevets là-dessus, ça voulait dire que tout le monde n'avait plus le droit de savoir s'il y avait une prédisposition, et donc quasiment tout le monde n'avait plus le même accès aux soins possibles. Et d'ailleurs, ces brevets ont aujourd'hui été contestés par la Cour suprême américaine en disant non, on n'a pas le droit de laisser faire ça. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on voit bien qu'autour des réflexions qu'il y a sur la propriété du vivant, on voit bien que derrière ça, c'est une question sur les très grands groupes industriels versus les petits, quoi. Et d'une certaine façon, il y a une forme d'interrogation de la part de la société sur faut-il laisser faire les très très grands groupes et les laisser réglementer un certain nombre d'accès aux vivants. Et puis le troisième point qui est extrêmement intéressant et qui rejoint l'introduction que vous venez de faire autour des légumes, c'est quelle est la relation entre le consommateur qui est aussi un citoyen, donc le consommateur citoyen que certains appellent le consommateur, quelle est sa relation à ce qu'il mange et quelle est la relation à la nature qui l'entoure. Et c'est pour ça que quand on voit quelques affaires récentes autour de possibilités de breveter des légumes, c'est autour du légume que le contact est le plus court entre ce que l'on produit et ce que l'on mange. Il n'y a pas de processus de transformation. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ce lien à la nature, entre guillemets, et à ce que l'on mange a beaucoup évolué au cours des 50 dernières années. Le changement est massif, en particulier en Europe, où on est passé d'une situation où on avait besoin de manger davantage, et donc globalement, il fallait encourager cette capacité à produire, avec aujourd'hui le fait que on mange suffisamment, même parfois on mange trop. Et de fait, la relation à ce que l'on mange devient différent, et le niveau d'exigence de ce que l'on mange devient différent. Et puis dans le même temps, il y a cette question autour de quelle est la relation à la nature qui m'entoure, donc la relation à la biodiversité, qui elle aussi évolue avec ce besoin et cette mise en évidence que globalement la biodiversité elle est potentiellement menacée, donc il y a besoin de se préoccuper de ce qu'elle est, de comment on la préserve, et il y a des grandes conférences internationales qui ont eu lieu sur ce thème-là, de façon à éviter l'accaparement, plus que l'appropriation d'ailleurs, l'accaparement du vivant au bénéfice d'un petit groupe. Mais de quel vivant exactement on parle? C'est une très bonne question. Parce que d'abord, quand on parle d'appropriation du vivant, très vite, en fait, on en arrive à parler du végétal, plus que de l'animal. Et vous avez d'ailleurs commencé à parler des légumes, c'est bien du végétal. Alors c'est une question intéressante. Pourquoi très vite on va vers le végétal? Et puis de quel végétal on parle? Si vous avez un arbre dans votre jardin, l'arbre il vous appartient. Et personne ne pourra venir vous le contester. Et vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec l'arbre qui est dans votre jardin. Et donc, quand on regarde quelles sont les formes de vivants dont on se préoccupe, très vite, on en arrive à parler de deux grands ensembles. Le premier, c'est le génotype, donc un individu génétique au sein d'une espèce. Et donc, c'est un très gros bloc autour de l'appropriation, dont on pourra parler après. Puis un autre ensemble, c'est les ressources génétiques. Et donc, en gros, la diversité génétique disponible au sein d'une espèce. Et les réflexions qu'il y a sur ces deux ensembles sont très différentes parce que ça ne s'adresse pas aux mêmes acteurs. Alors si on revient sur le premier groupe, sur les génotypes au sein des espèces, on essaie de capturer un individu une entité génétique d'un individu et quelque chose que l'on est capable de caractériser et en même temps quelque chose qu'on est capable de maintenir à l'identique. Alors le végétal a ceci d'intéressant qu'il y a beaucoup de formes, et pour pratiquement toutes les espèces, on est capable de maintenir à l'identique quelque chose.
Si vous partez de cette hypothèse qu'on a besoin d'avoir un individu pour le protéger, que l'on est capable de décrire et de maintenir à l'identique, très vite vous voyez que ça devient difficile pour l'animal, puisqu'on ne peut pas maintenir un animal à l'identique, à l'exception de le cloner, mais ce qui pose tout à fait vraiment beaucoup d'autres raisons. Donc ça, c'est le premier grand ensemble. Le deuxième grand ensemble, c'est les ressources génétiques, qui sont, depuis quelque chose la conférence de Rio en 1992, qui ont été considérées comme étant à la fois la propriété des États et des populations qui ont contribué à les mettre en place. Donc ils sont de leur responsabilité et ils sont leur propriété. Donc propriété, ça veut dire que s'il y a du bénéfice qui est tiré de là, il faut qu'il y ait un retour d'avantage. Et puis c'est de leur responsabilité de les entretenir et donc d'identifier ce que sont des collections nationales et des collections patrimoniales. Voilà, c'est ces deux grands ensembles-là dont il faut se préoccuper quand on parle des ressources du vivant. Et sur la partie ressources génétiques, là, le végétal et l'animal sont traités exactement de la même façon. Les deux grands ensembles, les deux grands modes de propriété intellectuelle qui sont aujourd'hui disponibles à l'échelle mondiale, qui sont d'une part le certificat d'obtention végétale et d'autre part le brevet. Sachant qu'il y a un autre mode de propriété intellectuelle dont on ne parle jamais, qui est le secret. Si vous voulez vous approprier quelque chose, il suffit de ne pas dire à quelqu'un que vous l'avez, et de fait, personne ne viendra le chercher chez vous, donc de fait, il est protégé. Mais bon, vous avez du mal à gagner beaucoup d'argent avec ça, si personne ne sait que vous l'avez. Sur le certificat d'obtention végétale, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible autour de ça. Et il faut expliquer ce que c'est, il faut le remettre en perspective historique. Pourquoi on a eu ce système-là? Donc, le certificat d'obtention végétale, le principe est assez simple. Il a pour objectif de permettre à quelqu'un qui a créé une variété d'être rémunéré sur son travail de création, mais dans le même temps d'interdire que l'accès aux fonds génétiques, de faire en sorte que l'accès aux fonds génétiques de la variété reste disponible pour un progrès ultérieur. Donc si par exemple je crée une variété qui est extrêmement bien en blé, vous avez le droit d'utiliser, vous, si vous êtes aussi créatrice de variété, vous avez le droit d'utiliser ma variété pour faire un progrès par rapport à la mienne. Et après, moi, je pourrais utiliser la vôtre pour faire un nouveau progrès. Mais vous n'avez pas le droit de la vendre vu qu'elle m'appartient. Et donc, le principe de ça, c'est de regarder, presque de considérer que la diversité génétique que constitue l'ensemble des variétés est une forme de bien commun. Et que ce que vous reconnaissez par ce certificat d'obtention végétale, c'est le fait de faire un progrès. Et de rémunérer le travail qui a été fait le travail qui a été fait pour améliorer la variété. Alors, vous ne pouvez quasiment pas séparer le fait qu'on fasse un certificat d'obtention végétale et le fait qu'il y ait un progrès génétique. Et donc, le système est de loin le plus efficace quand vous avez à la fois un certificat et un système de certificat d'obtention végétale et un système qui va gérer et orienter le progrès. Et dans tous les pays, vous avez, et en particulier en Europe où le certificat d'obtention végétale est très utilisé, vous avez des offices d'examen ou des bureaux dans les ministères qui vont orienter ce progrès génétique. Alors, pour comprendre ce système, ce dispositif, et comprendre le lien au progrès génétique, il faut revenir au contexte de la création. Les premiers écrits qui traitent de l'idée d'un certificat d'obtention végétale, c'est un chercheur français, Jean Bustaret, qui a écrit quelque chose là-dessus en 1944. Et le certificat d'obtention végétale est créé officiellement par le traité de Paris en 1961. Et puis après, il y a eu une évolution en 1971 et une évolution en 1991, dont on pourra illustrer les points de détail. Mais le grand principe de ça, de cette protection, c'est qu'il faut la mettre au regard du contexte de l'époque, où la préoccupation numéro 1, c'est d'augmenter la production, et donc de répondre à la demande alimentaire croissante. D'où le fait de devoir protéger l'acte de création et de pouvoir l'orienter. Et ça, c'est un élément majeur, et dans l'esprit des fondateurs, il fallait surtout éviter que le matériel créé soit capturé et par quelqu'un, et donc totalement approprié sans possibilité de progrès. Alors ensuite, donc je disais, il y a eu cette création-là en 61, une évolution en 71 et une autre évolution en 91. L'évolution de 91, elle porte deux éléments importants et qui sont souvent mis en débat. Un élément qui est important pour les créateurs de variétés, c'est d'éviter que quelqu'un crée une variété qui est très très peu différente de celle que l'on a. Si par exemple, je disais tout à l'heure, je crée une variété, vous en créez une autre, mais si la différence est infiniment petite,
vous dites, mais attention, peut-être pas fait un travail suffisant pour être reconnu comme ayant fait cet acte de création. Et donc, on a créé le concept de variété essentiellement dérivée. Donc, si la vôtre est trop proche de la mienne, vous obtenez un certificat, mais je considère qu'elle reste un tout petit peu attachée à la mienne. Et puis la deuxième, bon alors ça c'est des discussions, on va dire un peu de spécialistes. Le deuxième élément qui a été introduit, c'est l'idée que les agriculteurs peuvent réutiliser des semences de variétés protégées en payant un droit limité. Et donc c'est ce qu'on appelle le droit d'utiliser des semences de ferme et de faire un progrès à partir de là. Ce système-là, inévitablement, il va devoir bouger. Pas celui des semences de ferme, mais l'ensemble du système, et notamment sur un point particulier qui fait l'objet de beaucoup de discussions, c'est que comment vous caractérisez une variété pour lui donner le droit d'avoir un certificat. La caractérisation, elle se fait exclusivement sur le phénotype, c'est-à-dire ce que l'on voit. Donc vous avez une variété de blé pour laquelle vous demandez un certificat, on la sème dans un champ ou dans plusieurs, on la caractérise. Et aujourd'hui, ce point, il est discuté puisqu'on est capable de faire un séquençage d'un génome, pas du génome du blé encore parce qu'il est très grand, mais en tout cas, on est capable d'avoir une carte génétique et d'avoir beaucoup de marqueurs. Mais en 1961, quand on a créé ça, on avait découvert la structure de l'ADN que quelques années avant, puisque Watson et Crick, c'est 1956. Donc si les créateurs de ça avaient dit on va faire sur le génotype, on leur aurait dit oh là, mais soyons sérieux 5 minutes. Et aujourd'hui, et donc on a gardé le phénotype avec le fait que, bon, avant, on avait du mal à caractériser, et aussi avec une idée d'équité extrêmement forte. Il fallait que tous les pays, sur toutes les espèces, on puisse faire la même chose. Et donc, dans les années 60, entre 60 et 80, globalement, tous les pays du monde, sur toutes les espèces, avaient la capacité à décrire quelque chose. Tous les pays n'avaient pas la capacité à regarder la diversité génétique. Et ce système-là est en train de bouger, donc il faut réfléchir la suite du système. Mais il faut jamais que les évolutions techniques prennent le pas sur les grands principes qui sont donc ceux de reconnaître le service rendu par la création et en même temps de permettre le progrès ultérieur. Ça, le certificat protège pour une période précise ou... Il protège pour une durée qui est de 25 ans, qui sont des éléments qui sont des points de débat, mais donc pour une durée assez longue. Et la durée, en général, est beaucoup plus grande que la durée de vie réelle d'une variété, enfin la durée de vie commerciale d'une variété. Oui, à un moment donné, la variété n'est plus protégée et donc elle tombe dans le domaine public. Et en face, il y a un autre concept de protection qui est le brevet et qui est un autre concept juridique et même, je dirais, philosophique. Alors c'est un concept totalement différent, qui est beaucoup plus ancien, puisqu'on trouve des traces d'idées de brevet quasiment depuis la période de la Grèce antique. Et le premier vrai brevet reconnu en tant que tel, c'est un brevet obtenu et créé en Italie d'ailleurs, je crois vers le XVe siècle, et le brevet a vraiment connu son heure de gloire et sa vraie expansion avec la première révolution industrielle, et notamment la Grande-Bretagne, les développements de l'industrie de la chimie, de la machine-outil. Et c'est un principe qui consiste à reconnaître l'acte de création, et donc une invention, et pas une découverte. Vous ne pouvez pas trouver une plante, enfin quelque chose d'original dans votre jardin et dire bah, « je fais un brevet là-dessus ». Donc vous devez avoir un acte inventif, et vous devez, dans la déclaration d'un brevet, décrire l'invention, décrire son effet et décrire son périmètre d'application. Et on voit bien que le principe il est fondamentalement différent de celui du COV, puisque si je fais un brevet et que vous voulez faire un progrès à partir de là, vous pouvez utiliser mon brevet, mais vous allez en permanence payer pour mon brevet. Et là, on est sur deux philosophies qui n'ont rien à voir, mais ce n'est pas vraiment surprenant. Le brevet étant vraiment adapté au monde de l'industrie, et le COV n'étant évidemment pas adapté, quoi. Là où les questions se rencontrent, c'est justement autour de la question du moléculaire. Si vous considérez que l'ADN, c'est quelque chose qui est lié au vivant, vous dites je ne peux pas le breveter parce que ce n'est pas une invention, c'est une découverte. Si vous dites au contraire, je considère que l'ADN, c'est une molécule chimique et dont je vais inventer en le démontrant qu'elle a un effet, qu'elle génère tel et tel processus et que je peux, en la transférant ailleurs,
montrer qu'elle va soit faire pousser plus vite, soit changer la couleur, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Vous basculez à ce moment-là dans le domaine du brevetable, du brevet, avec toutes les dérives que l'on peut imaginer autour de ces questions-là. Et la position de la France vis-à-vis des brevets et des certificats La position de la France, elle est très claire, et la position à la fois des autorités publiques, enfin des autorités de l'État, à la fois des professionnels et à la fois d'un institut de recherche comme l'INRA, c'est de dire que sur les variétés, c'est le certificat d'obtention végétale qui est le seul mode de protection. Mode de protection qu'il faut faire évoluer au gré des techniques, mais il faut garder ce principe de base qui est de reconnaître l'acte de création et en même temps de permettre l'utilisation de la diversité génétique pour les progrès futurs. Et on voit bien que, en gros, il y a une ligne de tension qui se fait entre les très grands groupes internationaux qui ont plutôt intérêt à travailler selon des logiques de brevets et les entreprises de taille intermédiaire ou les PME, comme il y en a énormément en sélection, en particulier en Europe et dans d'autres pays du monde, mais en Europe il y en a beaucoup, qui sont plutôt à devoir travailler par logique de certificat d'obtention végétale, ne serait-ce que parce que, ce que je disais tout à l'heure, le COV qui génère cette marche en avant est d'autant plus efficace que vous avez beaucoup de groupes et beaucoup d'entreprises. Donc voilà, c'est là un peu que se fait la ligne de fracture aujourd'hui, enfin, ou la ligne de séparation, ce n'est pas une fracture. Mais... Et je voudrais revenir un peu vers les ressources génétiques. Ils ont une spécialité, une spécificité dans le domaine de l'appropriation, une situation particulière. Oui, on est dans un domaine totalement différent, puisque la question des ressources génétiques, la problématique des ressources génétiques, c'est, en tout cas en termes d'appropriation, si on fait la relation à l'appropriation, c'est d'éviter qu'il y ait de l'accaparement. C'est-à-dire que, si vous étiez à la tête d'une entreprise et vous anticipez qu'il y a des développements possibles à partir des ressources génétiques sur une espèce donnée dans un autre pays. Ce qu'il faut éviter, c'est que vous n'alliez dans ce pays, vous ramassiez tout et que vous en fassiez votre bénéfice exclusif. Alors ça, c'est un peu caricatural ce que je viens de dire, parce que la question des ressources génétiques ou de la diversité génétique, c'est une histoire ancienne, et avec des échanges un peu dans tous les sens. Puisque c'était une activité récurrente à l'occasion des grandes explorations, de collecter l'ensemble du matériel et de faire des échanges d'introduction avec, en Europe, on a du haricot, de la tomate, de la pomme de terre, parce qu'on est allé chercher dans d'autres continents. L'Europe a diffusé ses meilleures variétés de vignes à l'échelle du monde. Et donc, quand vous buvez du merlot en étant en Amérique latine, c'est une introduction européenne. Donc on a favorisé les échanges et parfois les échanges croisés ont été particulièrement utiles puisque en Europe, on a connu la crise du phylloxéra entre 1862 et 1892 en période extrêmement critique. Et on a réussi, entre guillemets, à s'en sortir parce qu'on a introduit des vitis américains qui étaient tolérants à cet insecte qui détruisait la vigne. Donc, de tout temps, on a échangé et il suffit de parcourir les musées dans tous les pays du monde et vous voyez des collections qui viennent de l'ensemble du monde. Donc la notion de naturaliste, la notion de botaniste, elle a prévalu et elle a existé longtemps avant qu'on se dise, mais tout compte fait, c'est une ressource. Donc il y a eu toute cette période et puis on s'est rendu compte de ce risque justement d'accaparement par quelques groupes de la diversité. Et notamment, ça a beaucoup commencé autour de l'idée que vous pouviez repérer dans des espèces qui ne faisaient pas l'objet d'une amélioration, vous pouviez repérer des molécules chimiques capables d'apporter des solutions demain dans le domaine de la pharmacopée ou dans le domaine de la protection des espèces. Et donc il y a eu cette prise de conscience que c'était une ressource. Et dans le même temps, il y a eu une prise de conscience, et ça c'est la conférence de Rio de 92 qui a beaucoup œuvré là-dessus, qui a consisté à dire, mais attention, la biodiversité en son ensemble est en danger. Et elle était en danger, non pas parce qu'on se l'accaparait, mais surtout parce que les milieux naturels étaient détruits. Si vous coupez un hectare de la forêt amazonienne, il est clair que la diversité qui est dedans, elle a disparu. Donc il y a eu cette double prise de conscience, et de là est apparu un certain nombre d'actions. Donc je disais Rio 92. Ensuite, il y a eu les accords de Nagoya qui ont
qui ont mis en avant le concept de l'accès et du partage des avantages. Donc l'idée, c'est que si vous accédez à une ressource et que vous en tirez une valeur économique, vous devez partager les avantages. Donc avoir une rétribution, une rémunération à destination du pays d'origine. Et puis vous avez un ensemble qui s'est mis au milieu sous l'autorité de la FAO autour des espèces agricoles, et donc un traité international qui s'appelle le TIRPA, donc traité international sur les ressources phytogénétiques à destination de l'alimentation et de l'agriculture, et qui concerne un nombre d'espèces beaucoup plus réduit, puisqu'on doit avoir une trentaine d'espèces cultivées et une vingtaine d'espèces fourragères. Mais c'est pareil, c'est la même logique en fait. C'est comment on arrive à réguler les échanges de façon à avoir une vraie reconnaissance. Et donc, le défi que l'on a en face à nous, c'est comment on assure la protection, comment on assure l'entretien et comment on assure une juste rémunération. Et ça passe par des accords de confiance entre les pays, ça passe par des éléments de traçabilité. Donc, toutes les ressources génétiques font l'objet d'échanges, font l'objet d'accords écrits, de transfert de matériel, de façon à assurer cette traçabilité. Mais si vous prenez le problème, donc ça c'est la vision entre guillemets un peu administrativo-administrative et où on donne le sentiment que tout le monde a peur de son voisin. Si on prend le problème dans l'autre sens, tout cet élément-là éveille l'attention ou pointe l'idée qu'on a une responsabilité vis-à-vis des ressources génétiques. Si on compare ce qui s'est passé avant 1992, si on regarde ce qui s'est passé avant 1992, on avait dans un certain nombre de pays des très très grandes collections. Vous prenez l'Institut Vavilov, avait des collections à l'échelle du monde, des collections absolument fantastiques. Et très souvent, ce qui avait été collecté n'existait plus en droit de la collecte, puisque vous collectez du matériel dans un milieu, soit c'est du matériel cultivé, soit c'est des populations sauvages. Le milieu est cultivé, donc il évolue sous l'effet de l'activité humaine. Des populations anciennes ont été remplacées par des populations plus récentes parce que l'agriculteur ou les agriculteurs voulaient faire autre chose. Et donc ce matériel potentiellement disparaît. Et donc les collections ont eu un rôle considérable d'entretien d'une diversité qui aurait disparu par ailleurs. Alors sur les grains, c'est quelque chose d'assez facile, puisque vous pouvez stocker des grains pendant longtemps. C'est beaucoup plus surprenant quand vous regardez les collections d'arbres fruitiers, par exemple. Les collections d'arbres fruitiers, il y a eu énormément... Il faut les greffer tout le temps. Et il y a eu des gigantesques prospections et des gigantesques conservatoires qui ont été mis en place, et les populations ont disparu. Et puis, les collecteurs, qui étaient très souvent des botanistes totalement passionnés, se sont mis à créer des choses un peu originales. La clémentine que l'on connaît tous, c'est un moine qui a fait un croisement à partir de deux populations ou deux espèces différentes, avec une diversité, les a introduites, a fait des croisements, et aujourd'hui, tout le monde connaît la clémentine, y compris avec des appellations d'origine. Je pense que la contrepartie, ou l'autre côté de la pièce, on dit à qui ça appartient, à qui appartient le vivant, mais vous pouvez prendre le problème, c'est qui est responsable du vivant. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. Et on voit bien que ces deux côtés, ces deux faces d'un même problème, en fait, se jouent sur des pas de temps un peu différents. L'appropriation, vous voyez, on a dans l'esprit, je m'approprie quelque chose pour gagner de l'argent. Et donc, en fait, le moteur derrière ça, c'est de faire du business. Mais on voit bien, et donc c'est du court terme. Sur le moyen terme, la question, c'est celle de la responsabilité. La responsabilité d'un pays vis-à-vis de ses ressources génétiques, puis veut dire une forme de responsabilité collective au maintien d'une diversité génétique qui est quasiment une ressource pour l'humanité. Il y a une vraie question éthique autour de cette problématique de l'appropriation du vivant. Et la question éthique, il faut la voir, entre guillemets, entre ce qui est bien ce qui est le bien, dans son sens le plus noble, à la fois à court terme, à moyen terme. Bon, à plus long terme, c'est pas aussi évident que ça. Et c'est autour de ces questions-là qu'il faut réfléchir l'appropriation et la responsabilité qui est liée à la propriété sur le vivant. Et encore une fois, je pense en regardant aujourd'hui, mais en se projetant sur demain.
je disais tout à l'heure, la question que l'on a sur la nature, la question qu'on a sur la propriété du vivant est liée à la relation que l'on a sur la nature, et notamment à partir du moment où on mange notre faim tous les jours, on peut se dire, bah après, on peut se dire c'est acquis pour toujours. C'est pas si évident que ça, parce que petit 1, la population mondiale continue à augmenter, avec des demandes alimentaires extrêmement fortes. Petit 2, on a des impacts sur le milieu qui sont quand même loin d'être négligeables, à la fois en termes de... En Europe, on parle beaucoup de qualité de l'eau, qualité de l'air, donc les éléments pesticides, azote. Et puis on a en mouvement de fond le changement climatique. Et donc, il faut qu'on arrête de considérer qu'on est en état stationnaire et surtout ne bouger plus rien. On est dans une trajectoire de changement forte. Et la question que l'on doit se poser derrière l'appropriation et la responsabilité vis-à-vis du vivant, c'est comment les modes de protection et la façon dont on les utilise nous offrent une capacité à nous adapter, à répondre aux défis de demain.